Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un marathon lecture manga. Et oui, je dis un marathon parce que j'ai énormément lu au cours de ces 3 semaines. Donc ici, on est encore en mars, mais j'ai déjà lu beaucoup pendant les 3 premières semaines de mars. Et donc, j'ai décidé de vous tourner cette vidéo déjà. Je ne sais pas quand elle sera postée. À mon avis, incessamment sous peu. En tout cas, j'ai lu énormément, comme je vous l'ai dit, j'ai lu 80 mangas en 3 semaines, même plus que 80 mangas en réalité, et donc ça fait quand même énormément. Avant toute chose, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, et on va commencer directement cette vidéo. Donc, pour ce qui est de la lecture, j'ai tout simplement déjà continué les Dragon Ball, donc déjà les Perfect Editions qui sont ici. J'ai lu du tome 24 à 34, donc les 11 derniers tomes qui me restaient dans la Perfect. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de redécouvrir Dragon Ball Super avec cette traduction, on va dire, perfecte, c'est-à-dire tout vraiment ce qui était intéressant. Il y a même certains points qui n'étaient pas traduits comme ça dans la version Glénat, en version pastel ici derrière moi. Et donc ça permet d'avoir ici la vraie traduction japonaise et donc dans un certain sens de découvrir vraiment parfois des trucs qui n'étaient en fonction de la traduction qui ne donnent plus du tout la même chose. Et donc ça c'est assez intéressant. Et j'ai aussi redécouvert que le Kaioshin, le vieux Kaioshin, l'ancien Kaioshin, quoi, il était très inquiet de l'utilisation des Dragon Ball, ce qui a donné naissance à l'arc des dragons maléfiques dans Dragon Ball GT. Donc c'est une grosse intro à Dragon Ball GT là-dedans. Bon, Dragon Ball GT qui n'est plus canon maintenant, mais qui était quand même une bonne grosse intro à cet arc de Dragon Ball GT. Et donc s'ils veulent vraiment suivre à 100% le fait que les Dragon Ball c'était dangereux de les utiliser, il faudrait peut-être qu'on ait un arc Dragon Maléfique dans Dragon Ball Super. En tout cas, on verra. En parlant de Dragon Ball Super, je ne me suis pas arrêté là avec les Dragon Ball, puisque je me suis lu l'intégralité de Dragon Ball Super sorti actuellement chez nous, donc en Belgique pour moi, mais bon, en Europe quoi. C'est-à-dire les tomes 1 à 13 de Dragon Ball Super, avec le début de l'arc Moro. Je me suis fini l'arc Moro en le relisant en scan, parce que j'avais envie quand même de me le terminer. Mais bien sûr, je vais m'acheter la suite des volumes, hein, puisque Dragon Ball Super, bon, ça a beau être largement inférieur à Dragon Ball Z, et enfin à Dragon Ball Perfect ou même à Dragon Ball classique, ça reste quand même sympa d'avoir du Dragon Ball dans la collection. Et j'ai pris plaisir à relire ça. Le premier arc, donc ici, Beerus, dure 80 tomes, 80 tomes, 80 pages. Et après, on enchaîne sur l'arc Champa, etc. Parce que en fait, en réalité, les arcs des films sont canons de l'œuvre, c'est-à-dire la résurrection de Freezer ou Broly. Ils sont introduits dedans, ils en parlent dedans, mais on voit pas ces arcs. Et donc, pour pouvoir lire ces arcs et les incorporer dans l'œuvre, je me suis déjà relu l'arc version plus longue de Beerus, donc le Battle of God. Je me suis lu l'arc plus long, donc enfin plus long, qui tout simplement le vrai arc parce qu'il n'est pas du tout présent dans le manga, à part quelques petites pages par-ci par-là pour dire que ça a eu lieu. Mais bon, je me suis relu l'arc Résurrection of F, donc la résurrection de Freezer. Voilà, ça c'est les comics books, hein, des films, c'est-à-dire, je vais vous montrer quand même, c'est en fait des screenshots des films avec donc des dialogues introduits et également donc des onomatopées pour dire tout simplement qu'il y a les actions, etc. Donc voilà, c'est exactement ça. Et bien sûr, je ne me suis pas arrêté là puisque je me suis du coup aussi lu Broly, bien entendu, pour pouvoir avoir les informations sur Broly. Parce qu'à part 3-4 pages dans le manga qui disent que ça a eu lieu, les événements, il n'y a pas vraiment plus. Donc je me suis lu les 350 et des pages du film manga Broly. Encore une fois, c'est des screenshots, hein, avec des dialogues introduits dedans. Voilà, donc je me suis lu pas mal de tomes au final de Dragon Ball Super, un peu tous les arcs. Pour en revenir à Dragon Ball et au monde de Dragon Ball dans son univers plus large, univers étendu, je me suis lu Dragon Ball, moi quand je me réincarne en Yamcha, ou comment je me suis réincarné en Yamcha. Donc un peu le délire des Isekai, avec un personnage qui se réincarne dans un monde parallèle. Donc il y a ça aussi avec City Hunter. Ici, c'est avec donc un lycéen qui se réincarne dans Yamcha, donc l'un des personnages les plus faibles de Dragon Ball. Mais il connaît tout Dragon Ball sous le bout des doigts, les 42 volumes de la version pastel, en tout cas ils en parlent je crois dedans, je me souviens plus trop, mais en tout cas il connaît vraiment Dragon Ball sur le bout des doigts, et donc il va se servir de tout ça pour pouvoir
entraîner Yamcha et essayer de pouvoir garder Bulma et d'avoir l'avantage sur Vegeta en gardant Bulma. Il reste dans le monde de Dragon Ball pendant au moins une vingtaine d'années et il va donc du tout début, donc après l'arc Pilaf, début de Dragon Ball, jusqu'à l'arc Cell. Et après, on se rend compte qu'il y a plusieurs petites péripéties. Je ne vais pas vous spoiler l'œuvre en globalité, mais c'est plutôt sympa et on se rend compte que ça peut s'incorporer dans Dragon Ball Super. C'est un peu un jeu entre Beerus et Champa. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Vous pouvez en découvrir par vous-même. Mais le manga est un petit peu court. Et voilà, comme vous le voyez, il est très fin. Il fait à peu près 140 pages, donc ça se lit assez vite. Mais on a quelques petites scènes sympas qui permettent donc d'avoir un Yamcha assez badass qui va faire un peu du combat contre Vegeta lors de l'arc Saiyan, qui va s'entraîner pour être un peu utile par la suite, etc. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, moi, en tout cas, j'ai bien apprécié. Et c'est fait par un fan de Dragon Ball, c'est fait par Dragon Garou. Et donc c'est une œuvre originale de Akira Toriyama, bien entendu. Dans l'univers encore étendu de Dragon Ball, je me suis lu Nekomajin. C'est une parodie de Dragon Ball, mais fait par Akira Toriyama lui-même. On va y suivre un chat, Nekomajin, qui aura des pouvoirs de Saiyan, on va dire, donc des pouvoirs assez cheatés. Et on va suivre plusieurs péripéties. Donc ça reste toujours du dessin à la Toriyama, donc du Toriyamesque, on va dire. Donc très bien dessiné, à des petits délires d'enfants de Freezer et tout, qui sont plutôt très sympas. Des combats plutôt stylés. Par exemple, Nekomajin va à un moment affronter Sangoku dans un combat plutôt badass. Ouais. Donc c'est plutôt sympa, ça permet d'avoir pas mal de combats et d'actions à la Dragon Ball, ou à la Dragon Ball Z si on préfère dire ça comme ça, mais tout en étant dans un côté très très humoristique. Voilà, en tout cas, c'est une œuvre bien sympa de Toriyama que je vous invite à vous procurer si vous ne connaissez pas. C'est chez Glénat. Je ne sais pas si c'est encore trouvable dans le commerce, je pense. Moi, ça fait quand même quelques années que je l'ai, celui-là. Ça a été un grand plaisir que je l'ai relu. Et franchement, c'est sympa. Et c'est un one-shot, donc il n'y a qu'un seul tome. En parlant de one-shot dans l'univers étendu de Dragon Ball, je me suis bien sûr lu Jaco, le patrouilleur galactique. Et c'est plutôt l'univers étendu de Dragon Ball Super, et encore, c'est même une préquelle au début de Dragon Ball, puisque ça se passe en fait, Jaco est envoyé sur Terre normalement pour empêcher un Saiyan de débarquer sur Terre. Ce Saiyan, c'est bien sûr Sangoku lorsqu'il était bébé dans sa capsule. Et on va voir donc des petites aventures de Jaco, qui va rencontrer la sœur de Bulma, donc sœur de Bulma qui est canon de l'œuvre, qu'on n'entend vraiment pas du tout parler dans la version des 42 volumes qu'on entend parler dans Dragon Ball Super. Mais voilà, donc c'est une sœur à Bulma qu'elle ne voit quasiment jamais. Et on croise même Bulma du haut de ses 4 ans. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petits clins d'œil de fanservice. Et voilà, et puis Jaco, il est sympatoche, donc ça permet un peu d'avoir du background sur ce personnage qui est apparu dans Dragon Ball Super, qu'on ne sait pas trop d'où il apparaît dans Dragon Ball Super. Ici, ça permet un peu d'avoir du background, de voir d'où il vient. Donc voilà, c'est un peu une préquelle à Dragon Ball qui permet d'introduire le personnage de Jaco. Voilà, donc on va continuer. Je me suis relu cette fois, on n'est plus dans du Dragon Ball, maintenant, ne vous inquiétez pas, j'en ai fini avec le Dragon Ball. C'est Je vais manger ton pancréas, donc un petit manga très mélancolique. Je me suis également regardé le film, parce que j'ai maintenant le film en Blu-ray. Le film suit fidèlement le manga, donc c'est vraiment limite une page, toutes les pages du manga sont reprises dans le film. Un film qui dure 1h40 d'ailleurs, et c'est toujours très mélancolique et très triste. Donc voilà, moi, je vais manger ton pancréas, un manga vraiment très triste chez Pika Édition, vraiment très mélancolique sur la maladie du cancer du pancréas. Donc voilà, donc je vous invite à vous lire ça si vous voulez un peu de mélancolie et un petit peu changer de vos lectures classiques, par exemple du shonen ou autre. N'hésitez pas à lire un peu de shonen, encore une fois, je crois que c'est du shonen, hein, si je dis pas de conneries, ou à piquer shonen, mais dans un style beaucoup plus mélancolique, donc pas ce qu'on a l'habitude. Je me suis lu Le Mystère des Pingouins, je me suis également acheté le film, mais je n'ai pas encore vu le film. Donc Le Mystère des Pingouins, j'ai commencé par le manga, voilà tout simplement. Et bah, c'est très sympa, voilà. C'est vraiment très enfantin par contre, hein, donc ça c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains si vous voulez pas un truc super enfantin. En gros c'est un enfant vraiment super intelligent qui va se retrouver embarqué dans un truc de mystère avec des pingouins. Donc ces pingouins qui se créent de façon bizarroïde, magique, et il va devoir enquêter pour savoir comment ces pingouins apparaissent de façon magique, quelle est la magie justement derrière là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer cette apparition de pingouins? Parce qu'en gros, il y a certains trucs, il va par exemple jeter une canette, ça va faire apparaître un pingouin. Voilà, donc c'est des trucs vraiment très très bizarres.
Et donc il va enquêter et un peu se servir de la science pour voir si c'est vraiment magique ou s'il y a une explication rationnelle à tout ça. Voilà, c'est vraiment très sympa, c'est un petit manga très enfantin, mais bon, ça change un peu des lectures classiques. C'est fini en 3 tomes, donc ça mange pas de pain. Et c'est chez Nobinobi, donc Nobinobi qui est une filiale, enfin c'est la filière enfant de Pika. Donc voilà, c'est les mangas Nobinobi. Après, je me suis également lu ou relu, parce que je les avais déjà lus il y a quelques mois de ça. C'est Astra. Donc Astra, encore une fois, chez Nobinobi. Cette fois, je trouve pas vraiment que ça a sa place dans la filière enfant, parce que c'est un peu plus adulte, on va dire, en tout cas, que le mystère des pingouins. Bon, ça reste soft, hein, c'est pas du gore et tout ça, c'est un petit shonen sympathique sur un voyage dans l'espace. Donc on va suivre un groupe d'enfants qui est envoyé dans l'espace. Ils sont envoyés dans l'espace pour un voyage scolaire. Voilà, donc ça se passe dans un monde futuriste, très futuriste. Et ils vont en fait se perdre dans l'espace à cause d'une espèce de sphère qui va les englober et les téléporter très loin de leur lieu de destination. Et ils vont donc se retrouver très très loin de la Terre et ils vont donc devoir trouver une solution pour revenir sur la Terre. Ils ont assez de vivres et de carburant pour faire X ou X trajet et donc ils vont se déplacer de planète en planète, se faire un petit parcours pour essayer de revenir à leur destination, tout en ayant un trade parmi eux. Donc voilà, c'est très sympa, le scénario est vraiment très cool et on va apprendre pourquoi ils ont été envoyés dans l'espace super loin, qui ils sont vraiment, qui sont leurs parents. Il y a vraiment beaucoup d'histoires et de révélations dans cette œuvre. C'est une œuvre en 5 tomes. Et franchement, bah, j'ai bien kiffé. C'est franchement super cool, super bien ficelé. Le scénario est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce manga chez Nobinobi, donc filière de Pika comme je vous l'ai dit. C'est franchement très cool. C'est un bon space opéra, vraiment très sympa. Bon, cette pile là c'est fait. Ça aussi c'est fait, on va passer de l'autre côté. Donc là je me suis lu presque l'intégrale. Et le 17e, mais là je vous le montrerai après. C'est One Punch Man. Donc ici on a 1 à 16. Et le volume 17 qui se trouve ici. Donc, mais tout qui s'est cassé la gueule. Bon, c'est pas grave. Je vous tiens le volume 17 dans ma main. Les 16 autres volumes se sont cassés la gueule. Je vous en parlerai après. Donc One Punch Man, qu'est-ce que c'est? Donc je me suis lu en fait jusqu'au tome 17, histoire d'avoir clôturé la saison 1 et 2 de l'anime en manga. Parce que la saison 1 et 2, il faut savoir que la saison 1 de l'anime adapte à peu près les 7 premiers tomes, et que les 10 tomes suivants font la saison 2, saison 3, qui devrait normalement, d'après les échos, pas trop tarder à arriver. Après, je sais pas trop, parce qu'il y a eu 4 ans entre la saison 1 et la saison 2, et la saison 2 est sortie seulement depuis 2 ans, donc en 2019. Donc on a encore de la marche. Mais bon, One Punch Man, bon, je vais pas vous faire l'affront de trop en parler, parce que normalement c'est super connu, c'est chez Kurokawa, chez nous, donc en Europe. Et donc, ce manga, en fait, on va suivre les aventures de Saitama. Donc, je vais essayer de vous prendre comme le tome 1 qui est ici. Donc, Saitama qui est là, qui est donc, il veut être héros. C'est un peu un personnage vraiment au chômage, qui se fait chier, quoi. Et il veut, en fait, être super-héros pour passer le temps. Pour devenir super-héros, il suit un entraînement. Entraînement normalement classique, bon, qui est quand même assez poussé, hein, n'importe qui ne peut pas faire cet entraînement, c'est-à-dire sans pompe, sans abdos, sans squat par jour, plus 10 km de course à pied, tous les jours pendant 3 ans. Grâce à cet entraînement, il a un niveau over-cheaté et il bat tous ses adversaires en un point. Et en un coup de poing, quoi. Et donc on va un peu suivre un petit côté donc humoristique, shonen, un peu parodique, humoristique, avec un héros qui s'en bat les couilles en fait de ce qu'il fait, mais qui le fait quand même pour passer le temps. Donc il va combattre des monstres, etc. Parce que dans ce monde de One Punch Man, il y aura donc des niveaux de fléau, c'est-à-dire des apparitions de monstres. Ces monstres vont attaquer la ville et vont se faire battre assez facilement. Et plus on va avancer dans le manga, plus on va partir sur des trucs sérieux. C'est-à-dire au début, c'est un peu du gag non-stop avec un héros overcheaté qui explose la gueule aux monstres. Et déjà sur la fin, donc, tome 6-7, donc la fin de la saison 1 de l'anime, pour ceux qui n'ont suivi que l'anime, on va commencer un peu à aller dans des bails plus sérieuses. On aura le premier combat sérieux de Saitama à la fin du tome 6 début, tome 7. Sérieux, oui et non, puisqu'il sera quand même toujours beaucoup plus puissant que son adversaire. Mais on est quand même sur de la surenchère et des combats vraiment très stylés. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur des combats où les gars vont carrément s'envoyer hors de la planète, s'écraser sur la lune, etc. Et
ça va être un peu moins présent dans la suite des autres tomes, c'est-à-dire qu'on n'aura pas encore vraiment eu d'adversaire super sérieux pour Saitama, mais on avance quand même dans des bails beaucoup plus sérieux au niveau de l'univers global, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des associations d'adversaires qui vont commencer à se créer avec des nouveaux grands méchants qui ont l'air over méga cheatés et qui pourraient peut-être mettre à mal Saitama, en tout cas potentiellement, parce que ce n'est pas encore vraiment gagné. Plus un peu des trucs un peu philosophique, voilà, je le dis, je lâche le mot, même si c'est pas vraiment philosophique, ça reste One Punch Man, ça reste parodique, baston à 100%, avec du gore et de l'humour, mais il y a quand même quelques petites touches philosophiques, c'est-à-dire Saitama a atteint un niveau tellement puissant qui se fait chier et qui bat tout ses adversaires en un coup, donc c'est un peu le délire qu'il y a par exemple dans Dragon Ball, hein, la quête de la puissance. Est-ce que lorsque tu deviens le plus puissant au final de l'univers, par exemple, est-ce que est-ce que c'est vraiment vital d'avoir ça? Parce que est-ce que tu ne risques pas de te faire chier puisqu'il n'y aura plus d'adversaires à ta mesure? C'est un peu ce que vit Saitama, il n'y a plus d'adversaires à sa mesure et donc il s'emmerde. Voilà, tout simplement, il se fait chier. Et il y a également donc un peu un côté avec un autre personnage qui s'appelle Garou, donc qui est présent donc à partir du tome 8 de One Punch Man et qui est toujours présent là où j'en suis. C'est un peu le fait, est-ce que les justiciers et les monstres, est-ce que parfois, est-ce que le bien et le mal, quoi, c'est aussi, ouais, comment dire, est-ce que le yin et le yang, quoi, est-ce que c'est aussi bien ou mal? On va dire, est-ce que le mal n'aurait pas une partie de bien en lui? Est-ce que le bien n'aurait pas une partie de mal en lui? Ouais, en gros, est-ce que les justiciers qui tuent des monstres pour sauver la populace, est-ce que c'est franchement bien ce qu'ils font? Ou est-ce qu'il n'y a pas certains monstres qui font ça, qui ont des bonnes motivations à faire ça? Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu essayer, par exemple, de plus négocier avec les monstres plutôt que de les buter directement? Voilà, c'est un peu ça. En gros, le gars, il est un peu plus du côté des monstres que du côté des justiciers. Et il se revendique comme étant, du coup, un chasseur de héros parce qu'il estime que le héros, c'est eux le mal et que c'est pas les monstres le mal. Voilà. En tout cas, il y a, du coup, un petit côté philosophique assez puissant et assez présent dans la lecture. Et ça, c'est vraiment très sympa. Donc, franchement, One Punch Man, c'est pas juste de la baston et du gag, il y a quand même un scénario assez poussé derrière, en tout cas je le trouve. Donc si vous lisez One Punch Man en vous disant juste que c'est du gag, ou que vous avez plutôt jamais voulu lire One Punch Man en vous disant qu'il n'y avait que du gag et de la baston pour de la baston, bah donc il y a quand même un scénario assez poussé et assez réfléchi, je dirais même assez philosophique derrière. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette œuvre si vous avez toujours eu peur en pensant que c'était juste du gag. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a quand même une histoire derrière qui est bien sympa. Donc on continue, je me suis lu et je me suis également regardé le film que je me suis procuré il y a peu de A Silent Voice. A Silent Voice, encore un manga très mélancolique sur le harcèlement scolaire cette fois. C'est chez Kion, donc c'est du shonen, mais du shonen romance, mais dans un côté vraiment très mélancolique et qui va mettre en place donc vraiment quelque chose de notre société qui est le handicap, la sourdité et le harcèlement scolaire. Et donc également ici, c'est très philosophique. On va donc avoir l'héroïne qui aura été harcelée scolairement, donc à l'école, par le héros ici. Mais tout ça aura finalement fait qu'il va aussi se faire harceler. Et on va partir dans des délires et des trucs de société vraiment très trash et très profonds qui seront donc le harcèlement, le handicap et le suicide. Donc voilà, franchement des faits de société vraiment très sombres et qui existent malheureusement encore de nos jours et qui sont donc traités de façon de main de maître dans cette œuvre par l'auteur donc qui est Yoshii Toki Oima, je vais y arriver, qui est également l'auteur d'une autre œuvre qui est Toujours Eternity, donc une autre œuvre qui n'a rien à voir, on part cette fois dans un côté vraiment plus méta et beaucoup plus, on va dire, fantasy, alors qu'ici on avait une œuvre beaucoup plus school life, donc tranche de vie, slice of life, comme diraient certains, donc vraiment de la tranche de vie, avec un propos très mature. Et donc moi je vous invite à vous procurer cette œuvre qui est très mature et qui change un peu la vie des gens. J'aime bien le style de dessin de l'auteur également qui est assez propre, voilà, même s'il y a du côté parfois un peu du trait un peu plus enfantin, mais ça c'est vraiment très sympa et ça tranche avec le propos. C'est-à-dire on a un propos très
sombre, qui est traité avec un style un peu plus enfantin. Et donc ça fait un côté vraiment très différent, ça tranche complètement et franchement c'est super bien fait. Donc voilà, je vous invite à vous lire le manga, également à vous lire le film, à vous regarder le film qui dure un peu plus de 2 heures, à peu près 2h10, donc c'est un film assez long quand même, qui est disponible en Blu-ray. Moi j'ai pris la version collector et voilà. Pour ce qui est du film, vous aurez des très bonnes OST. Pour ce qui est du manga, vous aurez du très bon dessin et du très bon trait de l'auteur. Donc voilà, les deux œuvres se valent et je vous invite à vous procurer tout ça. Pour finir avec ce bilan lecture, je me suis relu les 15 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! La vieille version, donc les premiers Yu-Gi-Oh! J'ai également les Yu-Gi-Oh! GX et les Yu-Gi-Oh! 5R, ou un truc comme ça, Yu-Gi-Oh! R plutôt. Yu-Gi-Oh! R qui s'incorpore dans cette œuf Yu-Gi-Oh! Ici. Et normalement, donc Yu-Gi-Oh! Ici, il finit en 38 volumes. Mais si on compte les Yu-Gi-Oh! R, on a 43 volumes à la série. Donc ici, je me suis relu les 15 premiers tomes qui va donc jusqu'à la fin de l'arc de Pegasus. Donc, premier tome, et c'est le cas à peu près sur les 6 premiers tomes, le style de dessin est beaucoup inférieur à ce qu'on aura par la suite. Je vous montre tout de suite. Donc voilà. On a du style de dessin beaucoup plus humoristique, voilà on va dire. Bon, je jette le mot, c'est humoristique, le style de dessin je trouve. Mais ce n'est pas humoristique dans le propos. C'est-à-dire en fait, les 7 premiers volumes adaptent en fait l'animé, mais uniquement sorti en version japonaise. À peu près 25-30 épisodes qui sont sortis que au Japon. Le début de notre série animée à nous, que l'on connaît tous, va adapter à peu près une partie du tome 5 et après enchaîner directement sur l'arc Pegasus qui commence à la fin du tome 7 de Yu-Gi-Oh! Ici, dans cette version-ci. Donc voilà, donc si vous voulez, que vous n'avez jamais vu en tout cas le début de Yu-Gi-Oh! Il faut déjà vous procurer les 7 premiers volumes. On va pouvoir en apprendre plus sur le personnage de Bakura, qui sera quand même un personnage et un antagoniste important de la suite de Yu-Gi-Oh! Et surtout, dans le début de cette œuvre, on n'était pas du tout à 100% sur les jeux de cartes, mais sur une multitude de jeux où le personnage de Yugi, lorsqu'il bat son adversaire, lui fait un jeu des ombres, c'est-à-dire qu'il va dévorer son âme, on va dire, d'une certaine façon. Et c'est des jeux assez trash, c'est-à-dire qu'il y a des jeux avec des briquets et de l'essence, par exemple, celui qui perd se crame la gueule. Voilà, il y a des jeux où ils vont faire le jeu là avec les palets, ils vont frapper les palets. Donc sur le plateau là pour essayer de marquer une espèce de baby-foot mais avec des palets de glace et celui qui perd, donc il y aura une bombe sur le palais de glace et celui qui perd il se prend l'explosion dans la gueule et toutes sortes de choses comme ça assez sombres et assez trash, plus d'autres jeux prémices de jeux de cartes avec d'autres jeux de cartes qui n'étaient pas le Magic and Wizard qu'on voit plus tard dans Yu-Gi-Oh! Donc le jeu de cartes classique. Et après, donc, tout ça, on va enchaîner petit à petit, donc, après plusieurs jeux malsains, même Kaiba qui est complètement cinglé dans le début de l'œuvre, c'est un vrai psychopathe, il ferait des jeux, il engage des tueurs, des tronçonneuses, tout pour essayer de tuer Yugi, c'est vraiment un gros malade Kaiba au début. Après, on va enchaîner, donc, sur l'arc Pegasus qui commence à la fin du tome 7 et qui va se terminer au début du tome 15. Pegasus qui est beaucoup plus sombre dans le manga, je trouve, que dans l'animé encore. Il va être beaucoup plus trash, tout simplement. Et dans le début donc de l'œuvre, je vais vous prendre quand même pour vous montrer, si je vois un plateau assez rapide, on va se retrouver en fait sur des tables à taille humaine, c'est-à-dire on a l'impression qu'ils jouent aux échecs, quoi. C'est des petites tables comme ça où ils vont jouer donc au Magic and Wizard sur ces tables. Et donc les monstres feront à peu près cette taille-là, c'est un peu un jeu de plateau quoi, traditionnel, mais on n'aura pas les espèces de grosses machines comme on note dans l'animé. Donc le manga, j'ai vu pas mal de personnes qui disaient que c'était 100% similaire à l'animé. Non, je ne trouve pas, il y a quand même beaucoup de changements. Je trouve que le manga est plus mature que l'animé. J'avais déjà fait une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Il y a de cela quelques années, où je vous disais que le manga était enfantin et mature en même temps, et ben je garde toujours cet avis-là, c'est toujours le cas. L'animé est plus, je trouve, enfantin, même s'il reste sympa, l'animé tout simplement, mais j'ai quand même une petite préférence et un petit coup de cœur pour Yu-Gi-Oh! En version manga papier. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours mes anciens tomes qui ont plus de 20 piges. Donc voilà, ça me faisait plaisir de me les relire. Mes anciens, c'est toujours de la nostalgie quand même qui parle. Donc c'est chez Kana, pour ceux qui veulent se procurer, qui ne connaissent toujours pas Yu-Gi-Oh! Bon, je pense qu'à notre époque, les fans de manga qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh! À mon avis, devaient dormir quand même au fond parce que c'est quand même super culte. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce bilan lecture. Si vous trouvez que c'est un bon bilan lecture
ou non. N'hésitez pas à me proposer également des séries que vous connaissez, que je pourrais pourquoi pas lire. Je les ai peut-être déjà lues, je les ai peut-être déjà dans la collection, mais bon, n'hésitez quand même pas à m'en proposer. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.